Ça fait grosso modo 4 ans que je l'attends, là, le Bigster. Et ben, vous savez quoi? Je suis déçu. Vous voulez savoir pourquoi? Ah, vous croyez que c'est tout de suite l'essai? Non, 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 non. Il faut d'abord vous abonner. Oui, vous appuyez là sur le petit logo orange qui est, je sais plus, à droite ou à gauche, là par là, ici, là, peu importe. Mais en tout cas, on compte sur vous. Et maintenant, c'est place au jingle. Cela fait 4 ans que Dacia nous prépare ce Bigster. Oui, c'était pour eux la révolution. Pourquoi? Parce qu'ils s'attaquent à un segment qui était jusque-là réservé aux généralistes et à la maison mère Renault. Donc ce sont les segments C, les segments compacts et plus particulièrement le SUV C. Oui, il s'attaque par exemple à son cousin l'Arcana ou à l'Austral, qui sont de la firme aux losanges. Et oui, et c'est bien là le problème, car 4 ans de gestation, on était tous dans le métier un peu foufou de savoir ce qui se passe avec ce Bigster, surtout qu'il intègre un tout nouveau moteur hybride. Mais le hic, c'est qu'il n'est pas du tout parfait. Oui, ce Bigster est plein de bonne volonté, mais il y a des petits hicks. Et ça, c'est l'occasion de cet essai. On va vous dire ce qui cloche. Un Bigster, c'est quoi? Ça ressemble un peu à un Duster en grand, donc il est un peu plus grand, une trentaine de centimètres supplémentaires, mais ça se voit pas de la face avant. Oui, là, de la face avant, on reprend tous les traits avec quelques petits ajustements du Duster. Donc, on retrouve surtout cette fameuse bande ici, avec des LED intégrés en forme de Y, qui est la caractéristique, la signature visuelle des nouvelles Dacia. Ici, vous avez l'impression que ce sont des LED, mais pas du tout. Non, non, c'est comme sur le Duster, c'est juste des bandes peintes en blanc qui lui donnent ce petit attrait visuel supplémentaire. Et on retrouve le nouveau logo de Dacia, le Dacia Link, une sorte de diapason. En réalité, c'est un D et un C, qui lui donne vraiment cet effet plutôt assez élégant. Et ça change franchement du logo décapsuleur de bouteille qu'on avait jusqu'à présent. Ça, c'est issu des têtes des ingénieurs et des designers de Renault, et c'est une très bonne chose. Alors, vraiment, ce qui va changer par rapport au Duster, ça va être ce fameux bouclier. Lui est franchement différent du Duster. Ça joue à la marge, mais c'est surtout ici qu'on va reconnaître de la face au Mans, et ça va être les experts qui vont le reconnaître, là, avec cette forme un peu particulière. Vous avez ici des grilles, et vous avez les sabots en gris, dans notre version Journée, qui est la version luxueuse et pas la version baroudeuse. Et on reconnaît la Journée grâce à ces jantes très haut de gamme qui lui donnent un petit côté bourgeois qui est vraiment sympathique. En dehors de cela, cette version du Bigster Journée accueille aussi une teinte bicolore. Là, vous avez ce magnifique bleu qui est dédié au Bigster et vous pouvez avoir ce toit noir. Petite chose, petite attention particulière, vous avez une sorte de toit flottant qui s'accompagne là de cette bande avec écrit fièrement dessus Bigster. Je ne sais pas si ça vous fait rappeler quelque chose, mais moi je vois des traits, surtout au niveau du profil, de Jeep, avec ce capot qui est très horizontal, placé assez haut, et après cette finition ici très verticale qui coupe la face avant, qui donne du muscle. Le muscle, on le voit aussi où? On le voit là sur les passages de roues, très marqué, avec ce carré rond, c'est comme ça qu'ils l'appellent justement chez Jeep, et c'est plastique. Alors, c'est des plastiques bien particuliers, ce sont des plastiques Snarkel. Snarkel, c'est quoi? Si vous venez là, rapproche-toi, ce sont des plastiques peints dans la masse et entièrement recyclés. C'est pour ça que vous avez des petits points. La grosse nouveauté de ces plastiques qui sont vraiment très intelligents, en plus d'être recyclés, c'est que vous pouvez les rayer, vous aurez toujours la teinte noire qui est derrière. Donc c'est vraiment très bon pour faire du 4x4. Le Snarkel, on le retrouve dans le bas de caisse. Pour tout ça, rehausser la petite Bigster. Et petite attention en plus, qui est assez appréciable, là, qui est très Alfa Romeo dans le style, c'est quoi? C'est la poignée de porte intégrée dans le montant de la porte arrière, ce qui lui donne un petit côté là un peu plus félin et qui laisse de la place ici pour avoir
une aile un peu plus galbée. Oui, là c'est assez galbé, mais ça on va mieux le voir au niveau de la poupe. C'est donc vraiment sur le côté arrière qu'on voit là ce fameux galbe qui est en plus accompagné du feu. Regardez là, le feu lui aussi, il sort un petit peu de la carrosserie pour donner du galbe. Mais ça a aussi un intérêt aérodynamique. Sachez que toutes les arêtes franches à l'arrière maîtrisent le flux et évitent les remous d'air. Donc ça a aussi un intérêt au niveau de l'aérodynamique et donc des consommations. Sur le style général, ici là aussi on est très très proche du Duster, tout en voyant quand même quelques petites différences. Donc on retrouve la fameuse signature en Y du Duster et de toutes les nouvelles Dacia. Ceci dit, on voit très bien que la malle est, elle, différente. Par exemple, le marquage est, lui, en relief. Vous avez dans notre finition, ici, une petite bande assez élégante qui se retrouve aussi sur les profils, un petit peu marqueté, hein, plutôt assez élégant. Et c'est surtout le pare-choc qui, lui aussi, en plastique recyclé. On voit les petites taches un peu partout qui fait la différence avec le fameux sabot qui fait genre extracteur d'air, mais pas du tout, mais il intègre des radars de recul. Autre petite chose pour vraiment finir le style et qui a aussi un intérêt aérodynamique, c'est ça, le béquet arrière, en forme d'oreille de chat. C'est un peu la mode en ce moment, mais ça a un vrai sens stylistique et aérodynamique. Ça maîtrise véritablement le flux à l'arrière et ça limite les remous et donc l'aspiration contraire à la vitesse. Très intéressant, mais tout ça fonctionne vraiment très bien. Et c'est ça le plus surprenant. Si le Duster donnait vraiment pour son argent au niveau du style, là je trouve que il y en a encore plus. Il est vraiment élégant, robuste, sportif de style. C'est peut-être le plus gros atout du Bigster. Ça vous dit quelque chose, cette planche de bord? Bah, quoi de plus normal? C'est exactement la même que vous avez sur le Duster. Bah oui, hein, le Bigster reprend tous les éléments cachés, on va dire, du Duster pour économiser des coûts, mais c'est pas du tout une mauvaise chose, hein, parce que moi j'avais déjà apprécié cet intérieur, cet habitacle chez le Duster, et bah ici, c'est un peu la même chose. Vous avez une belle planche de bord. Les matériaux, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus beau au toucher, mais par contre, ça reste plutôt assez élégant, c'est assez travaillé avec du guillochage un peu partout. Les plastiques sont plutôt assez durs, oui, pas du tout moussés, mais peu importe, ils sont faits pour durer. Donc, ce qu'on demande un peu à cette voiture, à ce véhicule, à ce SUV, il faut qu'il résiste. Ça donne le côté justement ultra robuste. Vous avez vraiment un joli dessin très horizontal avec plusieurs couches de plastique différents. Là, ici, vous voyez bien, vous avez une sorte de kaki, du gris, donc c'est plutôt assez élégant. Mais là, ce que adore Julien, c'est ça. Il kiffe ça, là, les aérateurs en forme d'Y, mais c'est un Y qu'on va revoir un peu partout, vous voyez, hop, comme la signature lumineuse. Ici, au niveau de l'ergonomie, c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que vous avez des touches piano direct pour tout ce qui est ventilation. Et après, tout se passe au niveau de l'écran central qui fait 10 pouces dans la version haut de gamme que nous avons aujourd'hui, la Journey. 10 pouces, ça vous paraît tout petit par rapport aux autres? Bah ouais, en effet, c'est plutôt tout petit, hein, parce que maintenant, on va même sur du 15 pouces, par exemple, chez Volkswagen. Mais en soi, c'est amplement suffisant. Justement, ça encombre pas trop la vue. C'est plutôt assez efficace et il est plutôt assez réactif. Par contre, tout le système multimédia qui est dedans est plutôt banal, assez médiocre, presque même. Vous faites comme moi, vous utilisez Android Auto ou Apple CarPlay, parce que tout est dedans et tout est beaucoup plus fluide. Le gros avantage sur cette génération, c'est que votre smartphone est connecté en sans fil. Autre chose, donc pour le pilote, il a le droit lui aussi à un écran configurable, pas à souhait, mais il fait 10 pouces dans la version haut de gamme que nous avons en main. Et on a quelques informations comme la consommation, l'autonomie, voilà, la route, votre façon de conduire. Bon, pas mal de petites choses. On peut changer ici. Tout le système, bon, voilà. Les informations les plus importantes sont ici, c'est l'essentiel. Vous avez vu que on a le droit à un volant multifonction. C'est le même que sur le Duster avec des petits raccourcis. Et la partie gauche, c'est tout ce qui est ADAS, donc aide à la conduite avec, par exemple, le régulateur de vitesse.
Ça fonctionne là aussi plutôt pas mal. Régulateur auto-adaptatif, j'ai pas besoin de plus, c'est efficace. La sono se pilote ici, à l'ancienne, avec une sorte de commodo qui sort. On dirait pas comme ça, mais c'est ultra efficace, c'est ultra simple. Encore une fois, l'ergonomie, c'est plutôt pas mal. Et cerise sur le capot, Dacia profite du savoir-faire de Renault pour justement gérer les ADAS. On a droit à un bouton magique qui est ici. Vous cliquez 2 fois et ça configure toutes les ADAS comme vous les avez demandées ou pilotées sur votre multimédia. Oui, donc par exemple, vous pouvez couper le line assist et l'avertisseur sonore de survitesse qui sont vraiment pénibles et qui sont très mal réglés comme dans toutes les autres voitures, peu importe leur prix. Et juste en double cliquant, c'est juste parfait, c'est juste génial. L'ergonomie est au poil. Alors, moi je suis plutôt assez bien assis. Hein. Je peux vous le dire d'office, voilà, j'ai une vue assez haute. Je suis plutôt assez bien installé, c'est comme il se doit. La chose qui est assez marrante, c'est que vous avez un siège semi-électrique. Pourquoi il est semi-électrique? C'est parce que je peux monter électriquement, je peux descendre électriquement, je peux descendre mon dossier, voilà. Mais par contre, pour l'assise, c'est manuel. Ouais. C'est là-dessus où ils font des coûts, des réductions de coûts. Bon, c'est assez étrange. Limite, tout manuel m'aurait suffi. Mais bon, c'est comme ça. Et l'autre chose étrange, c'est qu'ils ont quand même gardé le coffre électrique. On y va? Et oui, ce coffre, qu'est-ce qu'il a d'important? En dehors du fait que donc il soit électrique, là vous n'avez pas l'impression, mais c'est l'un des plus grands de la catégorie. Oui, en litrage, on est à 700 litres. C'est colossal. En décimètres cubes, vous savez les petits carrés de cubes, on est à un peu plus de 600. C'est juste la référence du segment C. Donc si vous partez avec la petite famille, il n'y aura pas trop de problèmes au niveau du bagage, c'est vraiment plutôt pas mal, surtout alors là, si vous montez jusqu'en haut, c'est Byzance. Il n'y a carrément pas de crise du logement. Et comment ça se passe justement derrière? Et nous voilà enfin à l'arrière. Alors la première chose qui saute aux yeux, il faut savoir que c'est la première fois que Dacia propose un grand toit panoramique et qui plus est ouvrant. Vous avez ici là une longueur de 1,20 m, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt assez grand et ça amène évidemment beaucoup de lumière à l'habitacle et c'est les passagers arrière qui en profitent le plus. Question espace, on est toujours sur la même référence, donc je fais 1,80 m, je suis bien positionné devant. Regardez derrière, là j'ai encore, on va dire, voilà, un bon 15 cm et en plus j'ai une cave pour les pieds, donc regardez, ça c'est plutôt pas mal. L'assise en soi, allez, c'est convenable, mais c'est pas la plus confortable de toutes. Mais ça va, ça reste convenable. Et c'est vrai, une petite chose que Julien, le caméraman, a vu, c'est ça là, c'est pas très très moelleux. Hein. Il faut savoir que vous avez des marques là qui vous mettent pas mal de choses là sur l'appui-tête arrière, même des renforts sur les côtés moelleux. Là, ça n'est pas, c'est un peu sec, c'est un peu dommage. Autre chose qui est importante, c'est que vous avez aussi de la ventilation là derrière. Vous avez des petites bulles d'aération. C'est vraiment bien ça pour les passagers arrière. Et ce fameux U-Clip, c'est une box magique qu'ils ont un peu inventée où vous pouvez mettre pas mal de choses dessus. Bon, c'est un petit plus, mais vous avez surtout des prises USB. Et ouais, quand il y a les gamins qui miaulent, il vaut mieux avoir des téléphones, surtout quand on fait des grandes routes. Alors, dans ce monde idyllique, sachez qu'il y a plein de petites choses qui ne vont pas, des mesquineries, comme quoi la qualité des plastiques des contreportes. Ça, c'est juste, pour la gamme, c'est juste pas possible. Autant on peut le comprendre sur une Sandero et limite sur un Duster, mais là, sur une voiture de cette gamme-là, je suis pas d'accord. Là, il faudrait vraiment travailler ça et retravailler ça avec des cuirs ou du faux cuir, avec des choses et surtout là, un peu plus de qualité. L'autre chose qui est vraiment mesquine, c'est quoi? Regardez, je suis à l'arrière. Il n'y a pas de poignée, ni d'un côté ni de l'autre, ni même devant.
Alors, qu'est-ce que les passagers vont faire si ça bouge un peu? Ils vont faire ça. Oh, oh. Regardez, regardez. Le plafonnier. Eh ben, le plafonnier, il va prendre des coups, il va tout arracher, et ça va mal se passer, hein. Ça, c'est une très mauvaise mesquinerie, j'aime pas du tout. Allez, encore un. Là aussi, regardez ça, c'est pas du tout ajustable. C'est-à-dire que vous fassiez 1,50 m ou 2,20 m, vous aurez toujours la ceinture à la même hauteur. Pourtant, c'est le genre d'équipement qu'on a sur plein de voitures d'entrée de gamme. Et ben là, sur notre version Bigster haut de gamme, il n'y est pas. C'est vraiment mesquin. Alors vous êtes là, bien à l'aise, voilà, hein. Bon, vous ne pouvez pas vous accrocher, vous touchez tout ça, c'est pas top, top. Mais bon, au moins, vous allez pouvoir utiliser votre accoudoir. Euh, bah, Ah, oui, il y a de la languette. Euh, Ouais, c'est très confortable, dis donc. Ah oui, et là, pour le coude, c'est plutôt pas mal, hein. Ça pique un peu. Bon, au moins, vous allez pouvoir mettre votre téléphone. Bon, par contre, pas sur la tranche en largeur, hein. Pour regarder un film, il va falloir vous contenter de regarder les films comme ça. Et puis, ce qui est pas mal, c'est que vous avez tous les bagages qui vont se balader vers vous s'il y a un gros coup de frein. Parce qu'il n'y a pas de filet, quoi. Mhm. Ouais, mesquinerie, quoi. Ouais, dommage. L'un des soucis de conception que j'ai pu voir, regardez, avec ces superbes passages de roues, là, bien jolis, qui sont intégrés dans la porte, mais c'est ça le problème, ils sont intégrés dans la porte. Et comme vous pouvez le voir, voilà, lorsqu'on fait du touche-main, regardez toute la bouillasse que vous avez là quand vous ouvrez la porte et qui se retrouve un peu partout. Ça, je suis pas sûr que ce soit très intelligent pour un SUV qui a des velléités à sortir des chemins battus. Comme vous pouvez le voir, toute la boue se retrouve là. Bon, ça reste étanche, mais faut faire attention pour ne pas se salir. 1, 2, 3, 4. 4,57 m, 1,81 m, 1,70 m de haut. Ce sont les dimensions de ce grand Duster que l'on appelle le Bigster. Bah oui, le Bigster. C'est quelques centimètres de plus que le Duster, un peu partout, un style totalement convaincant. Et c'est surtout quoi? Ici, on a le droit à un moteur full hybride de toute nouvelle génération. C'est la toute première fois que l'on voit ce moteur full hybride dans un modèle du groupe Renault. Un altitude 4 cylindres qui est couplé à un moteur de 50 chevaux électrique, un générateur, une boîte multimode avec 4 rapports pour le moteur thermique, 2 pour l'électrique. Et tout ça, quand ça fonctionne bien avec une batterie de 1,4 kWh, et ben ça fait 155 chevaux et ça consomme surtout très peu. C'est le moment que vous attendez tous. On est enfin à bord de ce Bigster full hybride avec ce moteur nouvelle génération. C'est le premier modèle du groupe Renault à les traîner ce moteur full hybride 1,8 litre, 155 chevaux. On est très proche des sensations de l'ancienne génération, le 145 chevaux que vous avez sur Capture ou Dacia. C'est-à-dire qu'il est extrêmement souple, extrêmement fluide. On n'a aucun à-coup de moteur ou de la boîte de vitesse. Il suffit juste de gérer la pédale de droite et c'est le système électronique qui s'occupe de tout, de gérer les rapports, la puissance du moteur, de savoir où transférer l'énergie, que ce soit électrique ou thermique. C'est vraiment extrêmement fluide et c'est plutôt efficace. Oui, c'est efficace parce qu'on a pu relever une moyenne sur route départementale en périurbain entre 5,1, 5,4. C'est assez facile d'avoir cette moyenne-là. Sur route rapide nationale à 110, autoroute à 130, là, il faudra compter plutôt aux alentours de 6, 6,5 et voire 7 donc sur autoroute. Mais ça reste
extrêmement raisonnable pour ce type de véhicule, hein. On le rappelle, on est sur une vraie armoire normande, un SUV de gamme C, mais comme il sait contenir son poids, moins de 1,5 tonne, c'est vraiment presque un poids plume, hein. Il faut savoir que les concurrents du même segment, avec un moteur à peu près équivalent, on va plutôt osciller vers les 2 tonnes. Donc c'est vous dire tellement vraiment comment il est léger. D'ailleurs, ça se sent lorsque on prend son volant. C'est assez facile de prendre en main, bien que je noterais quand même une direction qui est parfois un peu floue, surtout lorsqu'on l'attaque un peu, qu'on se transforme en Sébastien Loeb dans les routes de montagne. Il va y avoir des petits désagréments, dont un qu'il faut absolument noter, l'ESP, qui est extrêmement mal calibré. C'est presque un enfer. Il va arrêter toute velléité de s'amuser avec. On sent bien que le châssis est extrêmement rigide, que le train roulant est extrêmement efficace, hein. Tout ça, ça vient de Renault. Donc, c'est vraiment un savoir-faire indéniable. Mais l'ESP, là, sur les routes de montagne avec des épingles ou des virages très serrés, il n'a pas voulu que je m'amuse. Je ne peux pas vous dire si le popotin est mobile ou pas, parce qu'en plus, cette ESP est, j'arrive pas à l'enlever. C'est aussi simple que ça. Je sais pas s'il y a une manipulation à faire de particulier. J'ai juste enlevé, il se reconnectait tout de suite. Donc c'est assez dommage. Mais quoi qu'il en soit, quand vous roulez de façon normale, comme là, vous allez vraiment prendre du plaisir et surtout, c'est un comportement extrêmement sain. Donc c'est plutôt une bonne chose. Par contre, je sais pas si vous l'entendez là, l'un de ses défauts de ce moteur, c'est qu'il va avoir tendance sur petite demande à aller chercher un petit rapport inférieur pour avoir un peu plus de puissance et donc il va se mettre à grogner. Si sur ces routes là de campagne, dans l'allure que je suis en train de lui demander, ça se comprend, mais ça fait même partie du plaisir. C'est arrivé sur National qui se mettent à brouter tout en haut pour rien. J'ai l'impression que c'était pour rien, en tout cas, parce que je demandais pas grand-chose, pas un gros effort. Et ça, c'est un peu le désagrément de ce moteur. J'ai l'impression que c'est plus un problème de gestion électronique de la boîte et du moteur, plus qu'autre chose. Je sais qu'il y a eu un gros problème comme ça sur l'E-Tech 200, sur l'Austral. Le soft qui va s'occuper justement de la gestion du moteur et de la boîte de vitesse, qui va s'améliorer avec le temps. L'avantage de ces nouveaux moteurs, c'est ça, c'est qu'on peut régler après coup ou améliorer après coup les moteurs et les boîtes de vitesse grâce à l'électronique. C'est un gros avantage, surtout dans ces moteurs qui sont, eux, bardés d'électronique grâce à l'électrique et à la régénération. Alors, que faut-il penser de cette Bigster hybride? En effet, c'est une voiture qui m'a un petit peu déçu sur quelques plans, hein, dont l'un d'eux, c'est quoi? C'est quelques petites pingories, comme les fameuses poignées inexistantes du fait que c'est assez compliqué d'avoir des poignées de maintien et un toit panoramique, des plastiques vraiment pas en adéquation, surtout dans les contreportes, avec le type de segment de voiture que c'est. Donc il y a quelque chose voilà, qui ne va pas là-dessus, il faudrait un peu plus de qualité. Et d'ailleurs, pareil, on va dire qu'un petit tableau de bord un peu plus sympa aurait été bien vu aussi. Le côté multimédia ultra simple, ça peut être aussi une qualité, mais un défaut pour certains. Donc clairement, c'est pas le plus technologique. Et ce moteur qui a tendance à faire un peu de bruit en charge, c'est-à-dire que dès que vous avez besoin d'un peu de puissance, il peut descendre un ou deux rapports et vous avez le moteur qui mouline un peu fort. Ceci étant dit, on est très loin de l'effet moulinage qu'on peut avoir sur une Toyota RAV4, qui est d'ailleurs l'une de ses concurrentes. Vous avez des RAV4 aux alentours de 180 à 200 chevaux qui sont vraiment en face, même s'ils sont moins puissants, les performances sont assez proches. Pourquoi? Parce qu'elle est ultra légère, un peu moins de 1500 kg. C'est grosso modo 200, 300, même voire 400 kg de moins que ses concurrentes aujourd'hui qui sont ultra technologiques. Sa simplicité lui offre vraiment des belles prestations. Et ce moteur, il a vraiment de la puissance. Donc, mine de rien, il s'en sort bien. L'autre chose, c'est que il consomme assez peu, hein. La moyenne est largement atteignable de 5,5 litres, c'est largement atteignable dans la vie de tous les jours. Un peu plus sur autoroute, mais ça restera toujours raisonnable, on va dire, allez, 6 litres, 6 litres et demi, max, hein, vraiment tranquille. Question insonorisation, ils ont fait des gros efforts, ça fonctionne bien, à part durant cette phase justement où vous avez le moteur qui va se mettre à couiner un petit peu parce qu'il va être dans les hauts régimes. Ça, c'est assez dommage. Sinon, tout le reste est vraiment surprenant, vraiment.
C'est vraiment au niveau acoustique très très bien, donc en ville, ça sera parfait. Le confort d'utilisation, bah, là aussi, un super point, vraiment, c'est confortable, vraiment, les suspensions sont bien calibrées et le châssis est rigide comme il se doit, donc c'est ce qui lui permet d'ailleurs d'être un petit peu sympa à la conduite. Ceci étant dit, l'autre chose qui ne va pas dans les points négatifs, c'est son ESP qui est pas facilement déconnectable, même je n'ai pas réussi, je ne sais pas s'il y a une méthodologie pour le faire, mais en appuyant dessus, on ne peut pas l'enlever, et c'est ce qui évite vraiment s'amuser avec dans les parties un peu sinueuses, dans les épingles. J'ai pas pu avoir ce fameux popotin qui bouge, qui est une caractéristique de ce châssis chez Renault et qui est super sympa à conduire. Bah là, j'ai pas pu le faire. Sinon, sur le reste, voilà, vous avez vraiment des qualités. Alors, est-ce que je vais vous le conseiller? Eh bien, oui, je vais vous le conseiller. Pourquoi? Parce que à moins de 32 000 euros, c'est simple, il n'y a personne en face. Il n'y a personne. Tout le monde est à 8 000, 10 000 euros de plus. Je suis déçu parce que j'aurais vraiment voulu avoir d'autres prestations un peu plus haut de gamme. Pour faire simple, ils sont restés sur le niveau de gamme d'un Duster en l'agrandissant. Oui, sauf que tout le reste est vraiment très bien. Le confort acoustique, le moteur, la puissance, amplement suffisant pour tous les jours. Grosso modo, si vous cherchez un SUV avec de l'espace, il ne faut pas oublier que vous avez beaucoup d'espace intérieur et un coffre immense, c'est assez modulable, quoi. Tout va bien, en fin de compte, vous cochez toutes les cases. Et oui, la voiture est bien et elle n'est pas chère. Donc oui, il faut se pencher sur ce Duster. C'est peut-être la meilleure offre du moment. Ah non, il y a peut-être un qui est meilleur. Mais lui, c'est le Bigster hybride GPL. Oui, vous avez un Bigster qui va arriver, micro-hybride, 140 chevaux, boîte mécanique et qui tourne au GPL. Donc là, vous aurez un coût d'utilisation encore plus faible que celui-ci. Sans la boîte automatique, ça va être son défaut. Oui, mais en haute finition comme celui-ci, à 28 000 euros, alors que celui-ci, il y a un peu moins de 32 000 euros. 5 000 euros de moins pour avoir une voiture qui coûte moins cher à l'usage, aux alentours de 5-6 euros pour 100 km. Ah ouais, c'est peut-être le Bigster qui va tuer le Bigster. Eh oui. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez eu toutes les informations que vous voulez, moi je compte sur vous, vous allez vous abonner là en bas à droite, c'est là, ici en bas à droite, sur le petit logo, vous allez nous suivre sur La Revue Automobile, vous avez les réseaux sociaux, vous avez surtout le site, vous aurez les photos du caméraman qui est juste derrière la caméra, Julien Fautra qui nous a fait des super belles photos, vous aurez les fiches techniques, en tout cas l'ensemble des informations pour faire votre choix, pour savoir quel Bigster vous voulez, ou si vous voulez pas acheter un Bigster, si vous voulez autre chose, mais en tout cas, vous aurez toutes les informations. Nous, on se donne rendez-vous bientôt. Allez, à plus, ciao, ciao!